Bien, merci. Nous allons démarrer. C'est vrai que nous sommes à un moment de notre semaine un petit peu compliqué, avec des problèmes de circulation d'avions, de trains, etc., dont les horaires ont pu être bouleversés, voire même supprimés. Donc on a pas mal d'entre nous qui ne sont pas là aujourd'hui. L'important, c'est de vous écouter, de vous entendre et d'échanger. Alors voilà, je voudrais d'abord excuser le président, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'est pas là aujourd'hui, de notre mission, puisqu'il est obligé de prendre un moyen de transport plutôt que prévu. Voilà, nous poursuivons les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert, en abordant cet après-midi les enjeux de la filière automobile. Nous avons la chance de recevoir tout d'abord M. Marc Mortureux, directeur général de la plateforme automobile, et M. Nicolas Lebigot, qui nous rejoindra dès que possible, qui lui-même est directeur des affaires environnementales, techniques et réglementaires de la PFA. La plateforme automobile rassemble l'ensemble de la filière automobile en France, qu'il s'agisse des constructeurs, des équipementiers, des sous-traitants et des autres acteurs de la mobilité. La PFA représente quelques 4000 entreprises du secteur automobile et s'appuie sur le réseau des associations régionales de l'industrie automobile ainsi que sur les pôles de compétitivité. Plusieurs membres de la mission avaient ainsi pu échanger avec le cluster CARA lors de notre déplacement à Lyon. Je rappelle que cette réunion est captée, monsieur le directeur, et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel d'ailleurs elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande de celui qui le souhaitera. Messieurs, notre mission, il n'y a pas de dame? Non. Alors, notre mission d'information comprend des membres issus de différentes commissions qui représentent l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Le développement des filières de biocarburants, de carburants synthétiques durables et d'hydrogène vert représente, nous le savons tous, un enjeu important pour permettre à la France et à l'Union européenne d'atteindre l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, mais aussi pour notre souveraineté et la compétitivité de notre économie. La fin de la commercialisation des véhicules légers fonctionnant avec un moteur thermique à compter de 2035 a été au centre des discussions européennes récentes. L'Allemagne ayant notamment plaidé au cours de la dernière ligne droite en faveur des carburants synthétiques durables. Quant aux objectifs d'émissions pour les poids lourds, les discussions ont commencé plus tardivement et se poursuivent Vous aborderez donc certainement les enjeux du basculement vers l'électricité pour les véhicules légers. Nous sommes nombreux à nous interroger d'ailleurs sur les impacts de cette mesure, tant pour la filière automobile dans son ensemble que pour les usagers. Nous nous interrogeons également sur les modalités de la transition vers ce nouveau paradigme et sur les améliorations éventuelles du cadre européen qui pourraient intervenir à l'occasion de la clause de revoyure qui est prévue en 2026. Nous avons compris par ailleurs que l'électricité ne permettrait pas de couvrir tous les besoins de la filière automobile et que le recours à d'autres types de carburants ou de vecteurs énergétiques serait nécessaire pour certains types de véhicules ou d'usages. Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canellas, vous a adressé un questionnaire qui peut vous servir de guide, mais vous pouvez introduire votre propos comme vous le souhaitez. Je passerai ensuite la parole donc à notre rapporteur, puis à l'ensemble de mes collègues ici présents, afin qu'ils puissent vous relancer et vous poser un certain nombre de questions. Vous pourrez nous transmettre bien évidemment ultérieurement des réponses écrites aux questions qui vous ont été adressées et pour lesquelles vous n'auriez peut-être pas le temps de répondre. Monsieur Mortureux, je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes, mais je voudrais saluer donc l'arrivée de Monsieur Lebigot, voilà, que j'ai présenté. Et voilà, nous sommes en ordre de marche. Monsieur Mortureux, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Ravi d'avoir l'occasion de cet échange avec vous sur un beau sujet.
on a bien reçu le questionnaire. On vous apportera d'ailleurs vraiment des éléments assez détaillés puisque beaucoup des questions sont au cœur de nos actions, de nos préoccupations, puisqu'à la PFA, on est notamment là pour accompagner toute cette mutation. Donc ce que je me propose peut-être en 2 mots d'abord, c'est pour rappeler un petit peu la situation effectivement de la filière et par rapport à la trajectoire que vous avez rappelé du ban en 2035, et ensuite de venir un peu plus précisément sur les questions des biocarburants, des e-fuels, etc. Et on répondra bien évidemment à vos questions. D'abord, je commencerai peut-être en indiquant que l'automobile, c'est probablement le seul secteur malheureusement qui, depuis la crise Covid, n'a pas retrouvé, et loin de là, ces niveaux d'activité d'avant. On a vraiment connu une succession de crises, Covid, ensuite crise des semi-conducteurs, la guerre en Ukraine avec des conséquences assez lourdes sur l'explosion du coût des matières premières, aujourd'hui l'énergie, et c'est vrai qu'on a connu donc une chute historique du marché de plus de 30%. On remonte un petit peu en ce début d'année 2023 parce que notamment les crises de semi-conducteurs sont en train de s'alléger, mais on est encore à moins 25% par rapport à 2019. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte conjoncturel qui est quand même compliqué. Et dans le cadre de ce contexte, on est effectivement sur une mutation sans précédent, d'aller vers l'électrique, le tout électrique en 2035. Je ne vais pas revenir sur tous les débats qu'il y a eu, mais ce qui est certain, c'est que au niveau de l'automobile, on est totalement d'accord pour aller vers l'électrique, qui est une très bonne solution pour toute une série d'usages. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'industrie s'est résolument engagée là-dedans. Par contre, et on l'avait dit assez clairement dans le cadre des négociations européennes, notamment au cours du premier semestre de l'année 2022, on est très interrogatif sur en faire la solution unique pour tous les usages, sachant, on pourra y revenir, qu'on considère à la fois que solution unique est toujours quand même une question et que ça soit les pouvoirs publics qui finalement imposent la technologie, interpelle un peu, et il y a beaucoup de conditions à réunir pour effectivement atteindre ce résultat, et qui ne dépendent pas que de la filière automobile, mais également de toute une série d'éléments d'environnement sur lesquels on pourra revenir en matière de souveraineté, les enjeux de prix des véhicules qui posent quand même des questions aujourd'hui. Voilà, donc ça c'était un peu le rappel. On a engagé des investissements absolument considérables dans l'électrique. Je rappelle qu'en ce début d'année 2023, on est à peu près à 15%, un peu plus de 15% de part de marché de l'électrique. On est à 23% quand on rajoute les hybrides rechargeables, et on est à peu près à 45% si on rajoute tous les types d'hybrides, full hybride, mild hybride qu'on appelle. Voilà. Donc la transition est clairement engagée, mais ce que je voudrais peut-être quand même rajouter, c'est qu'elle n'est pas encore dans un stade où c'est naturel et on va de façon naturelle vers effectivement le tout électrique. On le voit d'ailleurs en ce début d'année, il y a quand même un certain tassement, et c'est vrai que les véhicules électriques aujourd'hui ont été vendus beaucoup à des gens qui ont au moins 2 voitures, qui ont des possibilités pour se recharger, qui ont des revenus insuffisants, et c'est vrai qu'un des enjeux aujourd'hui pour aller vers les objectifs que nous devons tenir, c'est de pouvoir toucher des populations de plus en plus larges dans un contexte qui n'est pas facile. Voilà. Et que la trajectoire qui nous est imposée par la réglementation européenne conduit à viser à peu près 50% au moins de véhicules 100% électriques en 2030. Donc très prochainement, ça doit avancer extrêmement vite. Donc on pourra revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de défis à relever. Et j'ajouterais peut-être quand même qu'on a le sentiment que les messages qui ont dû être donnés à l'automne, qu'on n'aurait peut-être pas assez d'électricité pendant l'hiver et que ça va durer sans doute un certain nombre d'hivers, n'aident pas, évidemment, à se convaincre que le basculement vers le véhicule électrique est nécessairement le bon choix. Mais soyons clairs, nous, on est partis et on doit réussir. Clairement, pour nous, le choix de l'électrique est derrière nous. On est aujourd'hui partis. Alors, vous avez évoqué par rapport à ce ban 2030 la demande, la revendication des Allemands en particulier, mais d'un certain nombre d'autres pays, dont l'Italie également et quelques autres pays, de remettre un peu en question le
tout électrique comme solution unique, avec notamment l'ouverture à des véhicules thermiques, mais qui fonctionneraient avec des carburants neutres en carbone. Hein, donc, notamment les e-fuels, on pourra revenir après sur le vocabulaire de toutes les catégories. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur de quoi on parle, puisqu'il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, la première chose que je voudrais dire, c'est que cette petite ouverture qui a été actée et qui va se traduire par un certain nombre de textes à venir, fondamentalement, ne change pas la donne à ce stade pour les constructeurs et les constructeurs généralistes, hein, que sont notamment nos 2 constructeurs français. Je dirais à la fois parce qu'ils sont engagés hein, dans cette trajectoire d'investissement massif vers l'électrique et plus vite, hein, ils réussissent à aller effectivement vers des parts de plus en plus importantes finalement aujourd'hui au regard de ces investissements et au regard des obligations hein, qui leur sont imposées est en soi une bonne chose. Et je dirais deuxièmement, cette petite ouverture, elle contient beaucoup d'incertitudes du point de vue hein, des constructeurs et de la filière automobile sur la réalité du potentiel hein, de marché possible de ces carburants neutres en carbone. À la fois parce qu'à ce stade, on est dans l'attente de précision sur le plan réglementaire. C'est quoi exactement qui va être autorisé? Et là-dessus, donc, ce que l'on sait, c'est que la Commission européenne doit présenter 2 textes, l'un normalement en juin, l'autre en septembre. Le premier, c'est en fait un acte délégué dans le cadre de la réglementation sur Euro 6 et qui doit préciser c'est quoi un carburant neutre en carbone. Et là, on pourra y revenir parce qu'il y a beaucoup de débats possibles sur c'est plus ou moins restreint hein, comme définition. Et deuxièmement, c'est quoi un véhicule thermique qui ne fonctionnerait exclusivement qu'avec des carburants neutres en carbone, puisque c'est les 2 conditions, donc c'est définir techniquement de quoi on parle. Et il y a un deuxième acte qui serait présenté donc plutôt à la rentrée, hein, à l'automne, qui est plutôt là, cette fois, dans le cadre de la réglementation sur le CO2, puisqu'il s'agit justement d'ouvrir la possibilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, d'ouvrir la possibilité d'autoriser au-delà de 2035 des véhicules thermiques qui ne fonctionneraient qu'avec des carburants neutres en carbone. Donc, premier point, disons, d'incertitude, c'est qu'est-ce que vont dire précisément ces textes? Et on y reviendra certainement. Donc voilà, sur c'est quoi l'ouverture e-fuel de façon très très stricte. Hein, on reviendra un peu sur les définitions, voire plus large. Les Italiens souhaiteraient quelque chose d'assez large. Bon voilà, il va y avoir des débats sans doute assez importants là-dessus. Donc c'est quand même une première source d'incertitude sur de quoi on parle. Hein. Et le deuxième aspect, c'est évidemment, est-ce que l'automobile aurait, disons, de façon disponible suffisamment hein, de biocarburants ou d'e-fuel correspondant à la définition qui sera définie? On est quand même une industrie de masse. Hein, est-ce qu'il y aura suffisamment de gisements, hein, suffisamment de production, sachant qu'on sait très bien hein, qu'en priorité, hein, ce qui sera produit sera probablement pour des secteurs qui ont moins d'alternatives que l'automobile, en particulier l'aéronautique, peut-être le maritime. Donc pour nous, c'est évidemment une question, à la fois le volume qui sera réellement disponible et le prix, hein, aussi, qui n'est pas à ce stade défini. Donc ça, c'est juste pour vous dire, voilà, à ce stade, et vous aurez, je crois, une audition du représentant de Stellantis, hein, qui travaille évidemment beaucoup avec nous également, donc qui vous pourra, voilà, après, qui pourra aussi, disons, vous préciser un peu la position. Mais à ce stade, voilà, de toute façon, la trajectoire est quand même toujours d'aller vraiment fortement, hein, évidemment, vers l'électrique. Après, cette petite ouverture, néanmoins, on le voit de façon positive pour plusieurs raisons. Hein. La première, c'est on a toujours plaidé pour de la diversité technologique, hein, pour que la réglementation soit neutre le plus possible par rapport à la technologie à choisir, par rapport à des objectifs qui sont donnés. Et c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure sur les questions qu'on a aujourd'hui sur l'acceptabilité de l'électrique pour tous les usages est quand même une question. Donc cette ouverture potentielle, intrinsèquement, va dans le sens de ce qu'on a toujours un peu défendu. La deuxième chose surtout, c'est que nécessairement, cette question de carburant neutre à carbone ouvre, je dirais, enfin une approche qui est en analyse de cycle de vie. Ce qu'on a beaucoup regretté dans la réglementation européenne pour les véhicules,
C'est qu'on a fixé des objectifs qui ne concernent que les émissions de CO2 à l'usage, hein, donc du réservoir à la roue uniquement, et non pas en analyse de cycle de vie complet. Alors encore une fois, ça ne remet pas en cause le fait que l'électrique a un très bon bilan, y compris en analyse de cycle de vie pour toute une série d'usages, hein, il n'y a aucun doute là-dessus et il n'y a aucune ambiguïté pour nous. Par contre, on reste convaincu qu'y compris sur un plan environnemental et d'émissions de CO2 en analyse de cycle de vie, il y a un certain nombre de cas d'usage pour lesquels des alternatives pourraient être franchement intéressantes. On a toujours plaidé pour garder la possibilité dans certains usages, notamment des hybrides rechargeables, c'est-à-dire des véhicules pour le trajet quotidien fonctionnent exclusivement à l'électrique et n'a pas besoin de très grosses batteries. Le grand avantage des hybrides rechargeables, c'est d'avoir des batteries beaucoup plus modestes que des 100% électriques qui ont besoin d'avoir une grosse autonomie. Donc ça, c'est un point important parce que pour le coup, une batterie a une empreinte carbone importante pour la fabrication de la batterie. Donc des véhicules qui ont une petite batterie. Et lorsqu'il est nécessaire de faire des trajets plus longs, eh ben, oui, on utilise le thermique qui pourrait fonctionner avec des carburants relativement bas carbone, qui pourrait avoir un bilan tout à fait intéressant et qui, par ailleurs, éviterait quand même un peu la question qu'on a, c'est que si on bascule au tout électrique en termes d'infrastructures de recharge et notamment pour gérer des pointes, c'est quand même quelque chose qui va être compliqué. C'est-à-dire, ça demande un dimensionnement d'infrastructure qui est important. Donc voilà, on avait donc en tout cas de rentrer dans un raisonnement analyse de cycle de vie est intéressant pour nous. Et je dirais le troisième argument pour nous, plutôt favorable à l'ouverture de ce débat, c'est que si ça peut permettre de stimuler, parce qu'il y aurait des perspectives de déboucher, les investissements à faire pour effectivement produire davantage de carburants bas carbone, indépendamment de notre échéance 2035, ce qui est clair, c'est que dans notre feuille de route de décarbonation un peu globale, on voit bien que s'intéresser aux véhicules neufs et de forcer des parts de marché de plus en plus importantes vers l'électrique, c'est un aspect. Mais si on veut assez rapidement baisser l'émission de CO2, il faut s'intéresser aussi au parc existant de véhicules. Et que si on arrive à mettre sur le marché des carburants bas carbone compatibles avec les motorisations qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est vrai qu'on a rapidement des résultats en termes de baisse des émissions de CO2 qui sont importantes. Parce que, je rappelle, on vend aujourd'hui un peu moins de 2 millions de véhicules par an, neufs, et on a un parc de 44 millions de véhicules, à peu près 38 millions de véhicules particuliers, à peu près 6 millions de véhicules utilitaires légers. Donc c'est sûr que ce parc, et il met du temps à évoluer, puisque un véhicule... ça a 15 ans de durée de vie, à peu près, enfin voilà, voire plus, bien entendu. Et donc, voilà, c'est vrai que d'avoir un équilibre entre la préoccupation sur les véhicules neufs, c'est nécessaire, bien sûr, mais aussi sur les véhicules existants, c'est quelque chose qui peut être important. Et par rapport à ça, mais on reviendra dessus certainement de façon plus précise, vous savez qu'il y a un cadre réglementaire européen, donc les réglementations RED 2, et maintenant on va avoir RED 3, qui prévoit voilà, des développements de carburants et de biocarburants en proportion, avec des plafonds aussi, notamment pour éviter la concurrence par rapport à l'alimentaire pour les parties de biocarburants de première génération, et qui prévoit d'autres. C'est vrai qu'en ce qui nous concerne, on arriverait à prendre des décisions qui permettraient un peu d'aller au maximum de ce que ces réglementations permettent de faire. Ça aurait un effet positif sur la décarbonation du transport routier, à la fois véhicules légers et véhicules lourds. Et sur les véhicules lourds, effectivement, on a aujourd'hui, depuis février, une proposition de la Commission européenne pour accélérer la trajectoire de baisse des émissions de CO2 qui doit conduire en 2040 à moins 90% des émissions de CO2, toujours dans la même logique, uniquement les émissions du réservoir à la roue, donc uniquement à l'usage. Bon, moins 90%, c'est de la même façon que pour les véhicules légers, une trajectoire qui doit s'accélérer énormément vers des véhicules zéro émission. Or, les écarts de prix sont encore plus importants que pour les véhicules particuliers, pour aller basculer soit vers des véhicules électriques à batterie, soit à hydrogène. Et là encore, il y a des espaces qui nous semblent potentiellement intéressants.
dans des alternatives avec des carburants qui seraient de plus en plus bas carbone. Donc voilà, Monsieur le Président, peut-être en termes un peu généraux à ce stade, notre positionnement, c'est-à-dire honnêtement, on est vers l'électrique et on ne va pas dévier de cette trajectoire aujourd'hui parce que les investissements sont engagés, parce que la réglementation de toute façon nous y impose et que le bilan énergétique d'ailleurs d'un véhicule à batterie électrique à batterie est intéressant. Il y a un bon rendement énergétique, donc ça a du sens pour beaucoup d'usages. Mais par contre, on est quand même interrogatif sur un certain nombre d'usages, sur l'acceptabilité pour un certain nombre d'usages, et dans ces cas-là, tout ce qui peut être des ouvertures qui ne sont pas contradictoires avec l'objectif environnemental de lutte contre le réchauffement climatique nous paraissent intéressantes vraiment à étudier. Simplement, il faut que les décisions elles soient assez rapides. Et j'ajouterais peut-être comme dernier élément que vous avez évoqué la clause de revoyure qui est prévue, je crois, 2026, voilà, par rapport au ban 2035. En tout état de cause, que cette clause de revoyure soit l'occasion de réouvrir un peu le débat d'un raisonnement en analyse de cycle de vie, serait utile. Parce qu'aujourd'hui, pour un constructeur, il a une obligation de baisser très très fortement les émissions moyennes de CO2 par kilomètre parcouru uniquement du réservoir à la roue. Donc le fait que le véhicule il fonctionne éventuellement avec des carburants très bas carbone n'a aucun intérêt au regard de cette réglementation. Donc il n'y a aucun incitatif pour ça. Et c'est vrai que d'arriver, dans le cadre de la clause de revoyure, à rouvrir le débat pour avoir une analyse plus large, qui nous paraît plus cohérente, globalement, avec l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, parce que c'est bien les émissions globales qu'il faut regarder, est un des enjeux pour nous de cette clause de revoyure, et qu'à la limite, le petit épisode qu'on a eu récemment sur les e-fuels va nécessairement conduire à ouvrir plus explicitement le débat. Voilà, Monsieur le Président, peut-être comme premiers éléments. Donc, je ne sais pas comment ce que vous souhaitez. On va peut-être entendre les deux intervenants, Monsieur le rapporteur. Ou est-ce qu'on ouvre le débat? Non, je pense que ce serait peut-être aussi bien que vous continuiez, Monsieur Bigot. Oui. Bon, je n'ai pas beaucoup plus de choses à apporter, mais voilà, on peut peut-être ouvrir le débat si vous avez des questions. On a une discussion, un échange qui doit être facile. Voilà. Très bien. Donc, Monsieur Le Bigot, vous avez la parole. Non, l'idée peut-être, voilà, parce que ce qu'on avait prévu, c'est moi je fais un peu le cadre général, et par contre Nicolas Lubilot va nous être très utile. Nicolas Lubilot va nous être très utile pour répondre à des questions plus pointues. Voilà, je pense que c'est. Moi, je vais vous poser une question, si Monsieur le rapporteur me le permet. Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'on va dans le bon chemin quand on dit qu'on va sur le tout électrique? Moi, j'ai bien vu quand même une crise que nous avons eue, vous avez cité le mois de novembre-décembre, on a eu aussi le mois de janvier, et que, bien évidemment, demain, après-demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas cette fragilité devant nous, ce mur dans lequel on risque de rentrer à vive allure? Voilà. J'ai une deuxième question. J'ai eu la chance, aujourd'hui, de prendre deux moyens de transport public, enfin deux taxis. J'ai pris un véhicule hybride, et je lui posais la question, une très belle voiture, Toyota, mais le bon modèle, et je lui demandais ce qu'il pensait de son véhicule. Il me dit, je suis très content à Paris, mais alors, dès que je vais en week-end quelque part, dès que je transporte ma famille, c'est une catastrophe parce que je fais une consommation d'essence tout à fait hors norme. Et puis, je suis revenu avec un autre taxi du rendez-vous où j'étais, et je suis monté pour la première fois dans une Tesla. Et alors là, je suis tombé sur un chauffeur qui m'a dit, écoutez, jamais plus je rachèterai un véhicule comme celui-là, parce que je suis beaucoup trop embêté. D'abord, au-delà du fait que c'est complètement inconfortable, cette véhicule, et je l'ai vérifié, vous êtes incapable d'écrire un SMS, en tout cas à Paris, quand vous êtes assis dans le véhicule, et de sortir par la bonne porte. Bon, mais ceci étant, il me dit, c'est très compliqué aussi, dès qu'on sort du milieu urbain, dans le choix qu'on doit faire sur les circuits routiers que l'on doit prendre. Voilà. Alors, c'est une question que je voulais savoir. Est-ce que votre vision par rapport au tout électrique est une chose sensée aujourd'hui, ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vers une orientation vers un bouquet d'énergie qui nous permettrait d'avoir et de conserver le moteur thermique? Monsieur le Président, je vais être très pragmatique dans ma réponse. On s'est battu beaucoup
pour préserver de la diversité technologique, pour préserver différentes énergies, on s'est battu beaucoup. On a eu énormément d'échanges au niveau national, au niveau européen, parce qu'effectivement, et vous l'avez beaucoup entendu, hein, il y a eu beaucoup de questionnements quand même sur, encore une fois, on nous a un peu reproché, alors nous, collectivement, d'être tombés dans le tout diesel, un peu la solution unique. On a quand même un peu le sentiment qu'on retombe dans le tout électrique. Simplement, voilà, on est pragmatique aujourd'hui. C'est-à-dire, l'industrie, on a essayé, on a porté nos sujets. La décision a été prise dans un moment où on voyait de façon très explicite tous les risques inhérents au tout électrique, puisque malheureusement, bon, voilà, la guerre en Ukraine était déjà engagée. On avait des explosions des prix des matières premières sur lesquelles on n'a aucune prise, puisqu'on est totalement dépendant, qui a des conséquences beaucoup plus lourdes encore pour le prix d'un véhicule électrique qu'un véhicule thermique, hein, puisqu'il y a beaucoup plus justement de matériaux critiques au travers de la batterie. La batterie, c'est 40% du prix. Mais voilà, la décision a été prise. Nous, on est des industriels. Il y a un moment, on a besoin de cap, on a besoin de visibilité. Il y a des investissements considérables qui ont été engagés. Alors, encore une fois, on n'est pas contre du tout l'électrique pour certains usages. Alors, vous avez des témoignages qui ne sont pas que positifs, mais on a quand même pas mal de témoignages assez positifs de l'usage d'un véhicule électrique. Encore une fois, en fonction des types d'usages que l'on a. Mais c'est vrai que pour des personnes qui ont les moyens de se recharger, d'ailleurs, chez soi, quand même pas très cher, hein, l'électrique à domicile, notamment si on va vers des bornes de recharge intelligentes qui permettent notamment d'utiliser les tarifs heure creuse de la nuit. Hein, ça, c'est quand même intéressant. Il n'y a pas besoin de passer en station-service de ce côté-là quand on a un usage voilà, plutôt régulier qui permet de se rendre, qu'on a des parcours qui ne sont pas trop longs. Et quand même, le type de conduite de l'électrique, les retours qu'on a sont plutôt positifs de ce côté-là. Par contre, effectivement, en faire la solution unique, pour nous, c'est un sujet. Simplement, voilà, aujourd'hui, c'est parti. Et ce que je pense aujourd'hui, c'est que, avant tout, maintenant que c'est parti, maintenant que les investissements sont engagés, et vous avez vu, on a quand même réussi à attirer en France un certain nombre d'investissements massifs, sur les batteries notamment, dans les Hauts-de-France en particulier aujourd'hui. Je dirais que d'un certain côté, maintenant, il faut qu'on réussisse. Et donc, pour nous, notre message vis-à-vis des pouvoirs publics, vous avez décidé donc cette trajectoire. Nous, honnêtement, côté industrie, faire des véhicules électriques, on sait faire. Il n'y a pas de difficulté. C'est même plus simple d'un certain côté. Il y a l'enjeu de la batterie, mais là-dessus, il y a quand même, disons aujourd'hui, des très grands projets qui sont en cours. La difficulté pour nous, c'est, d'avoir des infrastructures de recharge, parce que c'est quand même un sujet, parce qu'effectivement, dès qu'on a des usages avec de l'itinérance sur des grands trajets, pour le moment, on est très très loin du confort et de la flexibilité qu'on peut avoir avec les véhicules thermiques, c'est une évidence. Donc il faut qu'on se rapproche quand même de ça, donc ça c'est quand même un des points importants. Et puis il y a les questions de prix qu'il va falloir, et notamment le fait qu'on ait cette crise de l'énergie avec... honnêtement, aujourd'hui, le prix de l'électricité est 2 fois plus important, au moins en Europe, et notamment en France, qu'on l'a aux États-Unis, qu'on l'a en Chine. Et une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'on voit bien l'augmentation, mais spectaculaire, des importations de véhicules chinois qui ont 10 ans d'avance sur la chaîne de valeur de l'électrique. Donc, nous, on dit, voilà, on est embarqué là-dedans, ça a été une décision. Et encore une fois, fondamentalement, on n'a pas le choix que de prendre des mesures pour réduire effectivement les émissions de CO2, mais surtout, créons les conditions pour qu'on soit capable effectivement de réussir, à la fois qu'on préserve notre industrie, et pour ça on a besoin des règles du jeu un peu plus équitables que ce qui nous semble être le cas aujourd'hui, et d'autre part, qu'on crée les conditions d'acceptabilité pour les consommateurs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a encore beaucoup de questions à régler pour que ça permette au plus grand nombre de gens d'avoir accès à du véhicule électrique. Donc voilà, moi ce que je peux dire, je dirais globalement là-dessus, donc on est en situation, nous, soyons honnêtes, un peu inversée aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, c'est engagé, il faut réussir, voilà, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on adhère pleinement au choix qui a été fait, mais il a été fait, et donc notre responsabilité, c'est d'y répondre. Bon, je sais pas si tu veux. Monsieur Le Bigot.
Merci. Je pourrais ajouter simplement, et ça n'enlève rien à ce qui a déjà été dit par Marc Mortureux sur le fait que nous sommes tout à fait favorables à la diversité technologique pour tirer parti de l'ensemble des énergies qui sont disponibles, y compris les énergies liquides décarbonées. Mais le véhicule électrique a quand même un vrai avantage par rapport au véhicule thermique, c'est son rendement, son efficacité, avec un rendement d'environ 90% par rapport à une motorisation thermique qui est de l'ordre de 35% au mieux, ce qui signifie que pour une unité d'énergie consommée, un véhicule électrique va transformer cette énergie pour répondre aux besoins du véhicule à hauteur de 90%. Ce qui veut dire qu'au global, si on raisonne en approvisionnement énergétique au niveau français, plus on bascule vers l'électrification du transport routier, moins on consomme d'énergie au global. Et ça peut aussi être intéressant du point de vue de la facture énergétique. Vous voulez dire qu'une énergie consommée ne restitue que 0,90 ? C'est ce que vous venez de dire. Que 90% de l'énergie électrique est utilisée pour l'avancement du véhicule, à l'inverse d'un moteur thermique qui un moteur thermique, le reste échappe en chaleur. Voilà, le carburant liquide, en soi, la motorisation diesel ou essence, ça fait beaucoup de progrès, mais néanmoins, le rendement énergétique d'un moteur thermique, c'est autour de 30%. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tiers de l'énergie initiale qu'il y a dans le carburant qui sert à faire rouler le véhicule. Alors que quand on a de l'électricité dans la batterie, 90% en fait sert. Voilà, donc il y a effectivement en termes de bilan énergétique, c'est intéressant. Vous avez des tableaux à nous confier? Oui, bien sûr, oui. Absolument. D'accord. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur technique. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains grands constructeurs vont vous suivre. Et on les en remercie. D'autres, pour le moment, font la sourde oreille. Alors, on mesure bien qu'il y a un débat et qu'il y a un débat compliqué. Et on mesure aussi la difficulté qu'il y a parfois à s'exprimer quand, comme vous, on doit tenir compte d'une certaine diversité de points de vue. Et vous l'avez très bien dit, de choix qui ont déjà été faits. Bon, alors dans ce que j'entends quand même, plusieurs points sur lesquels je voudrais qu'on essaie de revenir. Vous nous dites qu'on est interrogatif pour certains usages. Alors, est-ce qu'on est dans le débat qui consiste à dire, par exemple, comme le Président l'a très bien dit à l'instant, pour des flottes de taxis, pour des flottes captives, pour, par exemple, la filière des travaux publics, pour certains éléments de la filière agricole, ou encore, voilà, bon, enfin, sur un certain nombre de... Par exemple, pour le transport routier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans ces cas-là, il faut réfléchir à rester sur un moteur thermique. Bon. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est de nous dire, fondamentalement, c'est un choix qu'on a un petit peu subi, modulo ce que vous venez de nous dire sur quand même le rendement, et si on peut ébrécher ce dogme en 2026, on y sera favorable. Parce que je vous ai aussi entendu nous dire, on s'est longtemps battu pour garder la diversité technologique. Voilà, mais quel est le débat, hein? Est-ce que c'est des usages singuliers pour lesquels il faudra préserver le moteur thermique, ou est-ce que c'est nous dire, même sur le choix global pour le véhicule particulier, si on peut revenir sur les outils électriques, on est prêt à le faire? Voilà, c'est ma première question. Alors, moi d'abord, je reviendrai sur le fait qu'on fait tout ça pour lutter contre le réchauffement climatique. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, parce que c'est vraiment la ligne directrice. Et là-dessus, évidemment, on ne le conteste pas du tout. Ça fait partie de notre responsabilité de contribuer fortement aux objectifs de l'accord de Paris, de réduire les émissions de CO2. Donc pour répondre à votre question sur les usages, on est, là encore une fois, plutôt pragmatique. C'est-à-dire que pour des usages qui nécessitent des batteries très importantes, ça peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des alternatives qui ont plus de sens, parce qu'encore une fois, une très grosse batterie, c'est beaucoup de matériaux critiques, c'est beaucoup d'émissions de CO2 pour la fabrication de la batterie. Donc on est toujours, hein, quand on est dans le basculement vers l'électrique, le bilan global dans bien des cas est tout à fait favorable à l'électrique, mais il faut savoir que la partie fabrication du véhicule pour l'électrique émet beaucoup plus de CO2, et simplement comme il y en a beaucoup moins sur toute la partie usage, au total, le bilan est favorable. Mais du coup, plus on est dans des usages où il va falloir une très grosse batterie, parce qu'on a des usages intensifs et qu'on ne peut pas, par rapport à certains métiers, se recharger en cours de journée, admettons par exemple, hein, quand on est très gros rouleur et qu'on ne peut pas se permettre
de perdre 1 heure ou 2 heures pour se recharger en cours de journée, ben, voilà, typiquement, on est obligé d'avoir des grosses batteries. Bon. Donc, notre sujet, il est plus, nous, ce qu'on veut, c'est travailler en analyse de cycle de vie de façon rationnelle, de façon posée, et ensuite, il faut aussi reconnaître que, en fonction des pays, en fonction du contenu carbone de l'électricité, ben, les réponses ne vont pas être tout à fait les mêmes. Hein. Typiquement, aujourd'hui, en Pologne, hein, on fabrique le véhicule en Pologne, on l'utilise en Pologne. Honnêtement, le bilan, il n'est pas fameux, parce que le contenu carbone de l'électricité en Pologne est très, très charbon, donc très carboné. Donc voilà, et c'est quand même des décisions européennes qui ont été prises. Donc voilà, nous, on ne met pas du tout en cause d'avoir des objectifs forts de réduction des émissions de CO2. On sait que le transport routier, c'est 30% des émissions de CO2 en France. On n'a pas le choix. Encore une fois, ça fait partie de nos responsabilités. Et je vous dirais, d'un certain côté, on est fiers de faire partie voilà, d'une filière qui n'est pas dans le discours, qui est dans le concret, hein, qui aujourd'hui se mobilise, investit de façon considérable et qui a des solutions technologiques. Simplement, voilà, nous, ce qu'on aurait souhaité, hein, c'est que l'approche, elle soit globale, parce qu'il ne faut pas oublier hein, cet objectif-là. Aujourd'hui, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est que le contenu carbone de l'électricité n'est pas tellement pris en compte dans la localisation des investissements. Par exemple, on fabrique beaucoup de batteries en Pologne, en Hongrie, où le contenu carbone de l'électricité est très élevé. Donc ça ne nous paraît pas très cohérent. Et c'est ça qu'on trouve dommage, hein, c'est qu'il n'y ait pas cette cohérence d'ensemble. Donc du coup, les usages, encore une fois, ce n'est pas pour vous dire explicitement, mais à chaque fois, par rapport aux besoins hein, de l'utilisateur, il y a des cas où le basculement vers l'électrique paraît, disons, tout à fait compatible et même qui peut être très positif. Et dans d'autres cas, c'est très compliqué parce qu'on n'aura pas du tout la même flexibilité hein, et parce que, effectivement, ça peut conduire à des fois des tailles de batterie, du coup un poids, d'ailleurs extrêmement important, qui ne paraît pas forcément très souhaitable, indépendamment du coût et de tout ça, rien que même en termes de bilan CO2 global. Donc voilà, enfin, notre réponse, elle est un peu froide au sens, je dirais, d'essayer d'avoir une approche relativement, disons, orientée, voilà, de ne pas oublier que l'objectif de tout ça, ce n'est pas un choix idéologique dans telle ou telle technologie, c'est réduire les émissions de CO2 le plus possible. Et c'est là où on considère quand même que le débat pour avoir des carburants bas carbone peut avoir sa place, notamment hein, pour l'ensemble du parc, parce que on va avoir encore pendant longtemps un parc de véhicules thermiques de toute façon. Voilà. Donc je ne sais pas si tu veux compléter sur... Peut-être revenir sur les différentes catégories de véhicules où effectivement, alors il y a deux choses. Il y a d'une part l'aspect un peu technique. On a des véhicules comme les véhicules utilitaires légers pour lesquels l'électrification, lorsqu'on est des tout petits véhicules, peut avoir du sens parce qu'on va transporter des marchandises mais en masse relativement limitée. Et donc on a une offre de véhicules qui est tout à fait adaptée. Lorsqu'on va augmenter la taille du véhicule utilitaire pour du transport de marchandises en volume un peu plus important, là, on va avoir des difficultés à loger suffisamment de batteries pour qu'on puisse répondre aux besoins des artisans qui vont... et donc, dans ce cas de figure, effectivement, on a une forme de blocage technologique qui nous conduit à imaginer d'autres types de solutions. Et l'autre solution qu'on a à l'esprit, c'est d'utiliser l'hydrogène dans une pile à combustible à hydrogène pour proposer ces solutions. Certes, c'est encore cher, mais on va essayer de démocratiser cette solution technologique, et en particulier dans les véhicules utilitaires légers. Sur la question du transport routier de marchandises pour des véhicules, des camions un peu plus lourds, on a une série d'acteurs au niveau européen qui se sont quand même très fortement engagés également à électrifier leur gamme, y compris des véhicules de 44 tonnes. Hein, donc là, on a un petit peu plus de place pour loger des batteries. Et ils imaginent, à l'horizon 2040, être dans... voilà. Ils imaginent à l'horizon 2040 avoir une proportion, alors c'est assez variable, mais pour ceux qui sont les plus ambitieux, jusqu'à 80% de véhicules électriques dans leur gamme. Évidemment, l'électrique apparaîtra plus dans les camions de livraison urbaine et interurbaine.
que dans le long routier, et 20% qui seraient plutôt des camions donc longue distance utilisant de l'hydrogène dans une pile à combustible, de l'hydrogène sous forme d'hydrogène combustion, c'est-à-dire que c'est le moteur thermique va être préservé, on va utiliser de l'hydrogène directement dans le moteur à combustion, et puis également des solutions qui vont être basées sur des carburants liquides décarbonés, donc qu'on connaît, type huile végétale hydrotraitée ou carburant de synthèse. Oui, merci de ces éléments. Vous voyez vraiment quand même les transporteurs avoir une flotte avec 3 modes de propulsion, ou enfin 3 types d'énergie, de l'hybride via la pile à combustible, de l'électrique et puis des carburants type biocarburant. C'est quand même pas si évident que ça. Point 1. Point 2, quand même, là j'imagine que vous avez des discussions avec non seulement les raffineurs, mais en tout cas les distributeurs, parce que derrière les choix technologiques pour la gamme automobile au sens large, se profile la question de maintien ou pas de réseau de distribution. Nous avons entendu dans cette mission le président de Total qui nous a dit que dans certains pays, il vendait ces réseaux de distribution parce qu'il considérait que c'était plus l'avenir. Donc du coup, quel peut être l'impact? Parce que derrière les choix, et M. Mortureux l'a dit tout à l'heure, il y a des choix technologiques, mais après, il faut aussi qu'il y ait un système de distribution. Donc, est-ce que tout ça, c'est bien calé? Et puis, deuxièmement, sur l'hydrogène, merci de l'avoir abordé de vous-même. J'entends aussi, il y a l'hydrogène, il y a l'hybride rechargeable qui aurait une deuxième jeunesse avec ou des biocarburants ou des fuels. Bon, mais là aussi, on peut critiquer le choix d'aller très largement vers l'électrique. À l'inverse, on finit par s'interroger en disant voilà, est-ce que cette diversité est possible? Puis, dernier point quand même, et j'arrêterai là, comment vous faites dans le reste du monde? Parce que vous ne produisez pas que pour l'Europe, en tout cas vos mandants ne produisent pas que pour l'Europe, et est-ce que ce choix-là peut être possible, c'est-à-dire d'avoir un choix un peu monocentré, disons, plutôt très centré sur l'électrique, et le reste du monde de continuer à avoir un système de propulsion qui est le thermique? Merci beaucoup pour toutes ces questions qui sont tout à fait pertinentes et qui correspondent aussi à des questions qu'on se pose. Alors, la question des transporteurs pour le transport routier, oui, bien entendu, on a beaucoup d'échanges avec eux et oui, c'est compliqué. À ce stade, oui, c'est compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, de notre responsabilité, c'est au moins de développer l'offre, déjà, parce que c'est quand même le premier sujet. Donc, développer l'offre de véhicules électriques, il commence à y en avoir. Le salon Solutrans, d'ailleurs, qui est l'occasion à Lyon tous les 2 ans, c'est assez spectaculaire de voir les investissements qui sont faits dans des solutions électriques à batterie ou hydrogène, en alternative, évidemment, à des camions au gaz, biogaz, et puis il y a donc HVO, B100, voilà, mais à chaque fois qui ont des avantages, des inconvénients, il y a des solutions franco-françaises pour des transporteurs qui circulent sur l'ensemble de l'Europe. Enfin, il y a plein de questions et oui, bien entendu, on est au début pour les transports routiers, pour les poids lourds, pour les véhicules industriels, on est encore au début. On a cette proposition qui est sur la table maintenant du Conseil européen et du Parlement européen qui n'a pas encore été discutée, qui va être discutée, mais ça pose plein de questions parce qu'effectivement, il y a des contraintes opérationnelles qui sont à prendre en compte et pour le coup, on parlait des usages pour les particuliers, mais évidemment pour les professionnels, c'est évidemment un champ de contraintes qui est très important. Donc, c'est effectivement aujourd'hui des échanges pour voir quel type de trajectoire peut être proposé, quelle peut être l'offre qui va être proposée. Il y aura sûrement dans les périodes de transition une diversité de solutions technologiques, inévitablement. Et ça, effectivement, ça peut être une contrainte pour certains, ça peut être aussi une opportunité pour d'autres, mais on aura cet aspect-là. La question un peu que vous avez évoquée du biseau, c'est-à-dire qu'on va se retrouver éventuellement vers de moins en moins, par exemple, de véhicules thermiques sur l'avenir des stations-service et autres. Personnellement, je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas encore beaucoup abordé.
qui ne va pas arriver à très court terme, hein, parce qu'encore une fois, le thermique va rester très dominant pendant encore longtemps, hein, vu le rythme de remplacement de toute façon. Mais la question, elle devra se poser, parce que tout ça ne va pas être complètement linéaire. Il y a un moment où ça posera effectivement des questions, et on ne l'a pas encore complètement traité. Vous voulez dire que l'échéance 2035 n'est pas tenable, c'est ce que vous voulez dire? Non, 2035, c'est des véhicules neufs. Mais en 2035, on aura encore, au niveau du parc, beaucoup de véhicules thermiques, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est pour ça que la question, effectivement, se posera, mais elle ne se pose pas pour le moment, hein, encore. Je ne pensais pas pour encore un certain temps. Après, le débat sur, mais on ne peut pas, le tout électrique comme solution unique, ce n'est pas très bon, mais en même temps, le fait de garder plein de solutions technologiques différentes, ce n'est pas viable. Oui, vous avez raison, hein, aussi. Simplement, ce qu'on pense, c'est que c'est quand même aux industriels, le plus possible, de tester, d'aller le plus loin possible pour essayer de trouver les meilleures solutions, parce qu'on est convaincu qu'on n'est pas du tout au bout des innovations qui devront être faites pour aller vers la neutralité carbone. On espère d'ailleurs que dans le domaine des batteries, il y aura encore beaucoup de progrès. L'hydrogène, il peut y avoir beaucoup de progrès. Les e-fuels peut-être. Hein, voilà. Enfin, on est dans un monde où en même temps, comme il y a une forte focalisation, il y a quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements qui sont faits. Et donc, on espère bien qu'il va y avoir encore pas mal d'innovations. Et donc, pour nous, oui, il y a un moment où il faut choisir. Hein, on ne peut pas, effectivement, garder éternellement toutes les solutions technologiques. Par contre, ça nous paraît plutôt de la responsabilité des industriels par rapport à des contraintes et des échéances qui sont fixées. Et c'est là où on a un peu plus de difficultés sur la façon dont la réglementation européenne a été écrite. Mais qu'à ce stade, on considère, Nicolas Lebigot a évoqué tout à l'heure, bon, voilà, par exemple l'hydrogène en moteur thermique, quoi, injection, voilà, typiquement, ça fait partie des choses qui sont regardées, hein, par les constructeurs. Les e-fuels, ben, voilà, beaucoup de constructeurs vérifient que leurs véhicules sont compatibles, hein, avec potentiellement des e-fuels, et ça c'est quand même intéressant, hein, de savoir si ça peut être compatible. Voilà, il y a beaucoup de choses encore qui vont avancer. Donc c'est un peu dans cet équilibre. Et le reste du monde, alors le reste du monde, d'abord c'est très clair, hein, on a dans le reste du monde beaucoup de constructeurs qui restent sur deux pieds, thermique et électrique, parce que l'électrique commence à se développer partout. Il faut être clair, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein, les Américains qui étaient très en retard maintenant mettent le pied sur l'accélérateur vers l'électrique, mais par contre, hein, ils ne sont pas dans une décision de solution unique. Hein, il y a bien les deux pieds. Après, pour l'avenir de notre propre industrie, très honnêtement, on a entendu certains de dire mais c'est pas grave, on continuera à fabriquer en Europe du thermique pour l'export. Ça nous laisse un peu sceptiques au regard d'une industrie qui est totalement mondialisée et où, assez logiquement, les industriels investiront dans le thermique là où il y a de l'avenir pour le thermique. Donc, c'est très clair qu'on a de très grandes inquiétudes, et c'est plus que des inquiétudes, hein, sur le désengagement, hein, des acteurs progressivement, évidemment, du thermique. En France, c'est quand même à peu près 50 000 personnes, hein, qui progressivement voilà, auront de moins en moins de travail. C'est une certitude par rapport à ça. Mais par contre, dans le reste du monde, oui, c'est clair que les technologies vont continuer à se développer aussi dans le thermique, même s'il y a une accélération de l'électrique dans pas mal de régions du monde. Voilà. Oui, merci. Vous avez, sénateur de la Marne. Vous avez répondu en partie à mes inquiétudes, mais vous manquerez d'autres. Moi, quand j'avais vu que la filière automobile partait tous azimuts, allez, on investit tout l'électrique 2035 aux ordres, bon, je me suis dit, c'est curieux quand même, et ça me paraît, bon, et vous venez de me confirmer qu'effectivement, vous êtes dans une logique à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Ça, franchement, ça me rassure. Bon. Mais par contre, vous le dites bien, véhicules chinois, 10 ans d'avance, quoi. Alors, nous, faire des aides pour la population française, qu'elle se mette à l'électrique pour acheter du véhicule chinois, c'est pas notre tasse de thé. Et une autre chose qui me préoccupe dans tout cela, parce que c'est un combat titanesque, et vous l'avez dit, c'est contre le réchauffement climatique. Sauf que quand on achète un véhicule thermique, on vend un véhicule diesel ou à essence, et le véhicule il est déjà bien usé, qu'est-ce qu'il va? Il va dans le sud, après il va en Afrique du Nord, et puis après il descend, et puis il continue à polluer la planète pendant des lustres, quoi. Hein? Votre Renault à 200 000 km que vous avez vendu pour acheter un moteur une voiture plus performante, vous la retrouvez 10-15 ans après dans d'autres pays où elle a 1 million de kilomètres, quoi. Hein? Donc, quand on fait le bilan global mondial, qu'est-ce qu'on a gagné dans tout ça?
Donc soyons attentifs à ça. C'est pour ça que je suis rassuré que vous continuez à travailler dans la filière thermique. Et tant mieux si on arrive à trouver des carburants qui soient plus neutres en carbone et qui peuvent aller adapter les moteurs thermiques. Parce que compte tenu de l'évolution des choses, ça paraît vraiment rassurant, ça. Est-ce que vous pensez que cette adaptation est vraiment réaliste et devrait permettre à ce qu'on puisse garder nos voitures thermiques, ce qui évite qu'elles continuent à polluer plus loin, mais qui marcheraient, ces voitures thermiques, avec des carburants beaucoup plus neutres en carbone, sans atteindre la neutralité zéro, ou avec l'objectif de l'atteindre, mais pas forcément dans des délais irréalistes, quoi. Hein? Est-ce que c'est vraiment compatible? Alors, Monsieur Martureux. peut-être par rapport au bonus et aux importations chinoises, d'abord un petit point là-dessus. Nous, vous savez, on a plaidé, je dirais, à l'image de ce qu'ont fait les Américains avec l'IRA américain qui, très explicitement, réserve finalement les soutiens aux productions aux États-Unis ou dans les pays avec lesquels ils signent un certain nombre d'accords. Nous, on a dit, mais il faut pas que l'Europe soit un peu l'idiot du village, quoi, dans la scène internationale, parce que honnêtement, les Chinois, ils ont bénéficié de subventions absolument considérables, ils ont un marché intérieur absolument considérable, et c'est vrai qu'ils ont des moyens absolument considérables. Et si, quand je dis on ne se protège pas, c'est même pas de faire du protectionnisme, mais simplement d'avoir des conditions équitables. Eh ben, ça ira pas. Donc de ce côté-là, les réflexions actuelles du gouvernement d'aller sur un bonus véhicule électrique qui est plutôt réservé à des productions européennes, on a poussé plutôt ça. Par contre, ce qui nous inquiète un peu, c'est si ce n'est pas explicitement assumé et qu'on est dans des logiques, parce que c'est ce qu'on comprend un peu, de vouloir fixer des critères objectifs sur l'empreinte CO2, sur des aspects de matières recyclées, etc. Ce qu'on craint, c'est qu'il y a tellement de moyens de calculer, d'avoir des contrats d'énergie verte qu'on peut présenter, etc., c'est qu'on finisse par une usine à gaz et que ça ne réponde pas à l'objectif qui a été fixé d'essayer de concentrer les moyens plutôt pour privilégier. Donc ça nous paraît important d'assumer d'une façon ou d'une autre cette nécessité d'avoir une certaine préférence européenne pour aujourd'hui réussir à ce que notre industrie se reconvertisse sans être immédiatement challengé par des véhicules venant de Chine à des prix, effectivement, qui sont... Alors, bien sûr, tout en ayant cette préoccupation d'offrir aux consommateurs, il faut qu'on arrive à baisser évidemment les prix, mais c'est un point délicat, mais pour nous qui est essentiel. Il faut voir quand même, c'est spectaculaire la progression des importations chinoises. C'est spectaculaire. Donc, et encore en ce début d'année, par rapport à 2022, ça continue à progresser fortement. Donc, on a alerté depuis pas mal de temps sur ce risque-là. Jean-Dominique Sénard, d'ailleurs, président de Renault, qui était avant chez Michelin, toujours beaucoup alerté parce qu'il a vu ça avant dans le domaine des pneus. Donc, c'est un vrai sujet pour nous. On pense que si on ne change pas fortement la donne pour qu'on trouve au niveau de l'Europe les moyens de donner le temps de construire une industrie forte dans toutes ces nouvelles chaînes de valeur de l'électrique, on va avoir énormément de difficultés. Donc ça, c'était un peu sur le premier point, sur le bonus. Après, vous aviez... Gardez le thermique. Votre question, pardon. Et ces véhicules thermiques qui en fait repartent dans d'autres pays. Oui. Et j'ai mis une petite question supplémentaire, c'est l'avenir de l'hybride. Oui. Parce qu'on nous a dit à un moment l'hybride c'est très bien, on a beaucoup à avoir acheté une hybride d'ailleurs. Et maintenant, on nous dit, oh, l'hybride, c'est lourd, ça consomme, etc. Est-ce que, justement, il n'y a pas, dans ce délai, un temps pour l'hybride au biocarburant en attendant de passer à des carburants neutres, etc. quoi. Il y a quand même de la place dans ces années-là pour amortir un véhicule. D'ici 10, 15, 20 ans, on ira, effectivement, avec l'objectif de neutralité carbone dans nos carburants. Mais actuellement, il y a ces possibilités. Pourquoi les constructeurs ne sont pas engagés dans cette voie-là ? Puisque quand on achète une véhicule hybride français à l'essence, on nous dit « Ah non, pas de biocarburant, moi je ne vous le garantis pas, surtout pas, n'allez pas en mettre là-dedans ». On nous dit que ce n'est pas compatible. Alors il faudrait savoir un petit peu s'il y a une volonté ou pas d'utiliser les biocarburants, en attendant des carburants plus neutres, bien entendu. Alors,
peut-être avant d'en venir à la question de l'hybride, répondre à votre question précédente sur l'export de véhicules. Vous avez raison, il y a une fuite des véhicules relativement âgés du territoire européen vers l'Afrique en particulier, mais aussi au sein même de l'Union européenne. Nos véhicules vont plutôt avoir tendance à finir leur vie dans les pays de l'Est, parce que de toute façon, dans ces pays-là, effectivement, les PIB fait qu'ils ont plus de difficultés qu'ailleurs à acheter des véhicules neufs, donc ils consomment les véhicules qui sont de deuxième, troisième, quatrième main des pays d'Europe de l'Ouest, et ça renforce la nécessité de travailler sur toutes les solutions qui permettent de décarboner les énergies liquides qui vont être consommées par ces véhicules à l'échelle européenne, parce qu'on sait bien que dans ces pays-là, l'électrification va sans doute prendre se fera plus lentement qu'ailleurs, parce que ça va nécessiter des investissements sur les infrastructures de distribution d'électricité, des infrastructures et de production d'électricité propre et de distribution, on le voit bien, hein, c'est des investissements qui sont relativement colossaux, donc ça va prendre plus de temps, et donc de ce fait-là, il est utile d'essayer d'aller chercher toutes les solutions de décarbonation des véhicules thermiques, avec les agros, les bioavancés, les carburants de synthèse, etc. etc. Donc, et puis, c'est aussi vrai dans la mesure où nous-mêmes, constructeurs automobiles, dans un esprit d'éco-conception, on va avoir tendance à essayer de faire en sorte que ces véhicules, qui coûtent quand même de plus en plus cher au vu des crises qu'on subit sur la hausse des prix des matériaux, à les faire durer le plus longtemps possible et à les remettre à jour au cours de leur vie au fil de leurs propriétaires successifs. Donc, du coup, et ça, c'est très positif parce que ça permet de ne pas produire un autre véhicule neuf qui, lui, aura aussi un impact en empreinte carbone du fait de sa production. Donc on est bien dans une logique d'économie circulaire et d'économie de fonctionnalité. Deuxième élément sur l'hybride. Alors plusieurs problématiques sur l'hybride. D'une part, on s'est aperçu que les plus gros utilisateurs de véhicules hybrides rechargeables étaient les flottes de véhicules d'entreprise. Or, les flottes de véhicules d'entreprise, les entreprises n'ont pas forcément mis à disposition de leurs salariés tous les moyens de correctement utiliser ces véhicules en les rechargeant. À l'inverse, elles ont donné aux salariés des cartes carburant pour aller faire le plein à la pompe à essence, et ce qui fait que finalement, au global, ils étaient très peu utilisés en mode 100% électrique. Et aujourd'hui, la Commission européenne nous dit qu'elle va utiliser les données d'usage réel de ces véhicules pour les homologuer au niveau de leur performance CO2, ce qui veut dire qu'on va retenir leur usage principalement en mode thermique pour définir la valeur CO2. Alors qu'aujourd'hui, dans l'homologation, on retient que ce véhicule-là est utilisé à 75% du temps en mode 100% électrique, ce qui veut dire que si effectivement on met ça en œuvre, l'intérêt CO2 pour le constructeur automobile n'est plus. Et donc, par rapport à ces objectifs qui consistent à répondre à la réglementation des émissions de CO2, il y a de moins en moins d'intérêt. Mais vous avez raison, bien entendu, lorsque ce véhicule utilise un carburant décarboné, qu'il s'agisse d'éthanol à hauteur de 10%, ce qui est le carburant de référence au niveau européen, ou peut-être même d'un E20, pourquoi pas à l'avenir, ça décarbone, avec du carburant de synthèse aussi à terme, pourquoi pas, bien entendu. Sur la question du flex, c'est un autre sujet sur lequel on peut avoir un débat assez spécifique. Je peux peut-être en profiter tout de suite. Le flex fuel, oui, un hybride rechargeable utilisant un carburant E85, oui, c'est finalement la somme des meilleures performances. Bien entendu. Cependant, il faut avoir à l'esprit que c'est des développements. C'est des développements nécessaires, de plusieurs dizaines de millions d'euros pour développer un moteur flex fuel. Et à ce stade, malheureusement, ce carburant E85 est surtout un carburant franco-français. Et donc d'imaginer des développements qui ne pourraient être rentabilisés que sur le marché français, c'est en soi pas suffisant pour pousser nos constructeurs à de nouveau proposer dans leur catalogue des véhicules flex fuel. Je dis de nouveau parce qu'ils ont déjà joué le jeu. À l'époque, en 2006, si je me souviens bien, le gouvernement avait sollicité les constructeurs automobiles à proposer des versions flex fuel dans leur gamme, ce qu'ils ont fait. Et il s'est avéré que c'était plutôt un échec commercial. Alors même si ça a un peu marché en France, mais au global, ça n'a pas permis de rentabiliser les investissements. Et donc on est un peu toujours dans ce même cas de figure d'un carburant qui n'a... Alors avec les kits, ça marche très bien. Enfin, ça marche très bien. Nous, on n'est pas très favorable au kit parce que, en dehors du kit, le véhicule n'a pas été homologué pour recevoir ce carburant.
il y a des contraintes sur les matériaux, il y a des contraintes sur les risques d'impact sur la dépollution du véhicule, avec des émissions qui pourraient être un peu plus élevées, mais effectivement, on constate qu'il y a des poses de kits qui sont relativement nombreuses, du fait sans doute d'un intérêt économique pour le consommateur, hein, essentiellement. Et écologique. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le véhicule, me semble-t-il, mais je ne connais pas tout, mais c'est le véhicule le moins polluant, c'est quand même celui-là. Si vous faites un hybride à E85. Il bénéficie, et Marc Mortureux l'a dit, d'une petite batterie, donc avec un impact en empreinte carbone de production de la batterie réduite, et de l'intérêt en matière de décarbonation du carburant lui-même. Mais ça n'enlève rien à ce que je viens de dire sur les coûts de développement qui ne seraient que très peu rentabilisés, puisque centrés essentiellement sur le marché français. Et puis, ça a déjà été dit également, les constructeurs ne tirent aucun avantage au regard de la réponse à la réglementation sur les émissions de CO2 à utiliser un carburant E85. Monsieur le rapporteur, vous voulez rebondir? Après, je passerai la parole à Madame Gosselin. Après. Oui, une petite minute quand même. Monsieur Mortureux, tout à l'heure, vous avez abordé le soutien des États, notamment s'agissant des USA comme de la Chine. Et au filigrane, vous l'avez comparé à ce que fait l'Union européenne et ce que fait la France. Voilà. Bon. Mais alors, est-ce que vous pouvez aller plus loin là-dessus? Parce qu'on regarde tous l'IRA, on s'interroge, on voit l'arrivée des productions, notamment chinoises, japonaises. Bon, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les pouvoirs publics étudient comme mesure qui serait favorable à la fois à la transition environnementale et au maintien des emplois de la filière? Et puis d'ailleurs, s'agissant des emplois de la filière, vous pouvez nous dire quand même quel est l'impact du passage à l'électrique? Alors, pour nous, l'IRA américain a le gros avantage d'être un dispositif très pragmatique, assez simple à mettre en place et qui du coup est assez efficace aujourd'hui pour déclencher les décisions d'investissement par toute une série d'acteurs. Bon. En tant que tel, côté automobile, ce n'est pas tellement les États-Unis qui nous inquiètent, hein, malgré tout pour notre avenir sur le marché européen. Parce que globalement, quand même pour l'essentiel, c'est quand même des investissements qui vont être faits en Europe pour répondre au marché européen. Par contre, pour nous, l'IRA américain, c'est une bonne occasion de se poser quand même beaucoup de questions au niveau de l'Europe, et encore une fois, dans un contexte, hein, par exemple, hein, encore une fois, les importations de véhicules chinois qui arrivent en Europe, c'est 10% de droits de douane, c'est 27,5% aux États-Unis. Ils ont pris des dispositions de nature assez différente. Hein, voilà. Nous, notre problème en Europe, c'est le cumul de toute une série d'éléments qui ne nous sont pas favorables. Au-delà, disons, des structures un peu de coûts, de compétitivité qui existent depuis assez longtemps, notre grande difficulté aujourd'hui, c'est le coût de l'énergie, qui est 2 fois, 3 fois plus élevé qu'ailleurs dans le monde. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est le cumul des différentes contraintes. Et on va vers une décarbonation, presque indépendamment de l'électrique, qui va nous amener à devoir utiliser de l'acier décarboné, de l'aluminium décarboné, et tout ça est très bien. Mais ça coûte de l'argent. Et une des difficultés que nous avons, hein, là-dedans, c'est que, vous savez, il y a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, hein, qui est mis en place, qui, sur le principe, hein, nous paraît très bien, sauf que pour une industrie comme l'automobile, comme c'est un mécanisme qui ne couvre que les matières premières et l'énergie, hein, qui va être en compensation de la fin, hein, des quotas gratuits, hein, pour ces secteurs-là, on va avoir demain une situation où, si je veux fabriquer mes pièces en acier, par exemple en Europe, je vais soit acheter l'acier plus cher, hein, décarboné en Europe, soit je vais l'acheter à l'étranger, en dehors de l'Europe, mais il va être soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc pour compenser et qu'il ait le même coût. Donc ça, c'est bien. Sauf que là où il y a un grand trou dans la raquette, c'est que du coup, pour l'automobile, pour un donneur d'ordre,
il va plutôt acheter non pas de l'acier, mais des pièces et des composants en acier fabriqués à l'extérieur de l'Europe, moins chers, puisqu'ils ne seront pas du tout soumis à ces problèmes de décarbonation et autres. Et là, par contre, ils échappent totalement au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc pour nous, c'est un mécanisme qui risque de favoriser la délocalisation de toute une série d'activités de sous-traitance pour l'automobile. Voilà. Et à chaque fois, on cherche à faire des choses en soi intéressantes, enfin qui sont nécessaires, sauf qu'on a des vrais problèmes, disons, d'exécution et de définition des périmètres qui font qu'on a tout un cumul. Donc voilà, nous, nos sujets, très concrètement, pour répondre à votre question, c'est, on a évoqué le bonus, hein, c'est vrai que ça, c'est quand même assez efficace d'essayer, au travers de ce genre d'instruments incitatifs, de faire en sorte qu'on privilégie les productions, pas forcément françaises, mais en tout cas européennes, et qui quand même ont du sens parce qu'on a l'énergie qui est davantage décarbonée, quand même. Donc ça, c'est un point important. Il y a donc des projets éventuellement de crédit d'impôt, en tout cas on a besoin, et le gouvernement le fait, hein, pour partie, effectivement, d'apporter des soutiens importants, je dirais équivalents à ce qui peuvent être apportés au Canada, aux États-Unis, dans les autres pays européens, etc., pour attirer les investissements. Donc sur certains sujets, on y arrive, donc c'est bien. Hein. Et puis on a quand même un problème général de niveau de structure de charge, parce qu'encore une fois, notre grand sujet, on a un groupe comme Renault, par exemple, qui a décidé d'implanter finalement toute la fabrication de ces véhicules électriques dans le nord de la France. C'est une belle opportunité, c'est une chance, hein, pour la France. Le vrai sujet pour nous, c'est est-ce qu'on va réussir à fabriquer des véhicules électriques de qualité, ça je n'en doute pas, à un prix suffisamment abordable pour le plus grand nombre, de façon à avoir des modèles qui vont se vendre en volume, puisqu'on est sur une industrie de volume. Donc toutes les mesures qui permettent de réduire les coûts sont très importantes pour réussir cette transition. D'autant qu'il y a cette concurrence, hein, qui est importante et qui est quand même assez compétitive, avec des véhicules notamment chinois, coréens, etc., qui sont de qualité. Hein. Faut être clair, aujourd'hui, il y a des productions de qualité. Donc voilà, nous, on a besoin vraiment de mesures, je dirais, un petit peu exceptionnelles dans cette situation assez exceptionnelle pour donner le temps à notre industrie de devenir compétitive, avec évidemment beaucoup d'efforts de R&D en même temps, parce qu'on n'est pas au bout, hein, des innovations, comme je le disais tout à l'heure, pour lesquelles, effectivement, il faut réussir. Et il faut qu'on réussisse à créer des écosystèmes les plus complets possibles, parce que c'est bien d'avoir des gigafactories de batteries, mais il faut absolument qu'on crée tous les maillons en amont pour fournir la matière, pour faire les composants les plus actifs, hein, le cathode, anode pour les cellules, etc. Donc c'est en train, il y a des briques qui sont en train d'arriver. Il y a eu des annonces, hein, ces derniers jours, intéressantes, avec des investissements importants qui sont faits. Mais on a vraiment besoin, et notamment sur le sujet de l'énergie, avec la fin de l'ARENH, hein, en 2025, c'est vrai que plus on va vers l'électrique, plus on va quand même vers des process électro-intensifs, relativement électro-intensifs. En tout cas, on n'est pas sur des activités électro-intensives, mais on consomme de plus en plus d'électricité pour fabriquer des véhicules électriques. Donc c'est quand même un enjeu très important pour nous de savoir quel va être l'avenir, toutes les discussions qu'il y a au niveau européen, donc c'est vraiment des points importants là-dessus. Madame Gosselin, sénatrice de la Manche. Oui, tout à fait. Oui, vous parliez que c'était pas faute d'avoir alerté longtemps, mais pour être en adéquation avec les objectifs de Paris et les incitations assez politiques pressantes des gouvernements européens, vous avez dû donc faire le choix de l'industrie automobile et quasiment uniquement automobile. Donc, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les années à peu près où vous avez été obligé de faire ce choix drastique? Alors même si c'est pas aussi simple que ça, mais quelle évolution, à quel moment vraiment il y a eu l'élan vers le tout électrique? Et la deuxième chose, vous parliez du cycle de vie. Alors moi je trouve, et là je vous rejoins, que parler du cycle de vie, c'est quand même beaucoup moins piper les dés que de parler que de la voiture, que de la batterie ou la roue, puisque tous les éléments rentrent en jeu. Et quand vous disiez tout à l'heure que vous parliez des véhicules qui, quand ils arrivent, vous aviez des besoins de pièces, de matériaux décarbonés, et là vous payez une taxe, et quand vous achetez les produits finis quasiment, vous ne payez plus la taxe. Ça fait partie aussi de ce calcul du cycle de vie, puisque, enfin, voilà, il y a tout un tas de processus. En Amérique, vous avez l'air de dire que c'est beaucoup plus pragmatique. Qu'est-ce qui empêche en Europe d'avoir
ce pragmatisme qui permettrait justement de border tout et non pas d'avoir toujours le trou de souris dans lequel s'engouffrent vraiment finalement les difficultés et sur lequel on se fait souvent, excusez-moi, mais un petit peu blouser. Avec l'autorisation du président, je prolonge encore la question de ma collègue, et ça ne m'étonne pas qu'on avait le même point en tête, parce que vous avez plusieurs fois, effectivement, et je vous en remercie, abordé la question de réouvrir le sujet de l'analyse en cycle de vie, et vous nous avez dit quelque part qu'il y avait une opportunité avec l'annonce compliquée qui a été faite d'un futur acte délégué de la Commission et la possibilité effectivement de donner une souplesse pour les carburants de synthèse pour l'industrie automobile. Donc vous nous dites que ça ouvre une approche à nouveau en analyse de cycle de vie. Alors ce combat-là, est-ce que l'industrie automobile est prête à le mener? Quels sont les prérequis pour avoir une chance d'y arriver? Comment vous voyez cette remise sur le devant de la scène de ça, et qu'est-ce que vous en attendez surtout derrière? En clair, est-ce qu'on peut mener ce combat? Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Et quel peut être le gain si on est en analyse de cycle de vie? Est-ce que vous pensez que du coup on va inverser la priorité de l'électrique vers des carburants de synthèse? Alors d'abord, nous, c'est en 2018, on a fait un contrat de filière qui a consacré non pas du tout le tout électrique, mais moi je me souviens en 2017, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, dit fin des moteurs thermiques en 2040. Et moi honnêtement, quand je suis arrivé à la PFA, début 2018, je dis peut-être, peut-être pas. On était à 1% de véhicules électriques. Mais en tout cas, si on veut aller vers ça, il faut y aller maintenant, il faut démarrer maintenant. Et c'est comme ça qu'on a effectivement consacré collectivement au niveau de l'ensemble de la filière, et sans aucun état d'âme, parce que tant qu'on était au démarrage, encore une fois, notre message, ce n'est pas du tout de dire on est contre l'électrique, c'est très bien pour toute une série d'usages, c'est très bien. Voilà. Et encore une fois, on n'a pas le choix, c'est effectivement, voilà. Et du coup, sans état d'âme, et ça a été assez utile ce contrat de filière, parce que globalement, dans un débat où il y a des gens qui y croient, des gens n'y croient pas, ça a amené un discours assez constant depuis 2018 sur le fait faut y aller, faut y aller, faut y aller. Après, entre-temps, ça s'est accéléré de façon voilà, incroyable, voilà, au point d'aller jusqu'au tout électrique, qui n'était pas en soi notre position, mais au moins on n'a pas été pris de revers. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal d'entreprises qui ont commencé à s'adapter, à se développer, etc. Donc, voilà, globalement, disons, sur le fond, comment on a engagé ça. Je n'avais pas évoqué l'impact, parce que vous m'avez posé la question de l'impact de cette transition vers l'électrique. On a pas mal d'études qui nous amènent à anticiper 60 000, 70 000 pertes d'emplois, globalement. On a l'effet volume, encore une fois, on est loin d'avoir retrouvé les niveaux d'avant. On a l'effet d'importation, c'est-à-dire qu'une part du marché ne sera plus accessible par les acteurs européens, à partir du moment où il y a davantage d'importations de produits qui viennent de loin. Et puis, il y a tout simplement l'impact qu'à partir du moment où on va du thermique vers l'électrique, on sait qu'un moteur électrique, c'est beaucoup plus simple qu'un moteur thermique, donc il y a moins d'intensité en moins d'œuvre, voilà, et il y a beaucoup d'entreprises à reconvertir. À côté de ça, on a des créations d'emplois, avec notamment les gigafactories de batteries, on a une usine de piles à combustible avec Symbio dans l'électrodiffuseur. Mais c'est clair que le bilan global, il sera malgré tout défavorable en termes d'emploi au global dans le domaine industriel. Après, on peut voir aussi qu'on va vers des écosystèmes plus larges, par exemple, tout ce qui est de la fabrication et surtout l'installation des bornes de recharge, des nouveaux éléments d'infrastructure, ça peut être des activités. Tout l'amont des gigafactories de batteries avec notamment de l'électrochimie, ça peut être... Voilà. Et finalement, nous, on se bat
au moins déjà pour essayer de créer des conditions pour recréer ces nouvelles chaînes de valeur. Parce que de toute façon, c'est nécessaire par rapport à ça. Mais c'est douloureux, hein, soyons clairs. Et on a en ce moment des débats, puisqu'on est en train de renégocier un peu un contrat de filière. On travaille beaucoup aussi avec les organisations syndicales, avec l'ensemble un peu des partenaires. Et on sait très bien qu'on a une vraie question de soutenabilité de la transition en cours. On a besoin d'efforts considérables de transition, finalement, dans les compétences dont on a besoin. Il y a beaucoup, d'ailleurs, de grands projets qu'on a engagés par rapport à ça. On a plutôt la chance d'être, malgré tout, dans un contexte où il y a beaucoup de besoins en compétences dans plein de domaines, automobiles ou hors automobile. Donc, il y a des possibilités dans les territoires, voilà, d'envisager des évolutions à condition de les anticiper le mieux possible. Donc voilà, on est dans cette démarche, mais c'est douloureux et c'est compliqué, soyons clairs là-dessus. Après, le pragmatisme, moi, enfin, j'ai beaucoup travaillé aux fonctionnaires, j'ai été beaucoup aussi sur des affaires européennes. L'Europe est formidable, simplement, c'est complexe, c'est toujours des compromis, et c'est comme ça qu'on finit des fois par des dispositions qui sont moins lisibles, parce que les intérêts ne sont pas tous alignés. Et par rapport à cette question d'analyse de cycle de vie, une des questions qu'on a, c'est qu'on a un atout qui est quand même considérable dans tout ça, qui est qu'on a notre électricité décarbonée. On est vraiment un des meilleurs, avec un certain nombre de pays d'Europe du Nord. Mais il y a des pays qui ne sont pas très bons, y compris notre partenaire allemand, qui aujourd'hui est quand même dans une situation qui est compliquée. Et c'est très très compliqué de valoriser dans les discussions qu'on a au niveau européen le fait que oui, ça a quand même du sens d'implanter les nouveaux processus qui sont très consommateurs d'énergie dans un pays comme la France, parce que l'énergie est décarbonée, ça a du sens. C'est très compliqué à prendre en compte. Et c'est ça aujourd'hui qui est un peu difficile, c'est que la réglementation européenne telle qu'elle est dans l'automobile, finalement, ne tient pas beaucoup compte de cette localisation qui est quand même intéressante en termes d'empreinte carbone dans un pays plutôt de la France que dans certains autres pays. Et c'est là l'enjeu pour nous dans les discussions à venir, c'est qu'on intègre bien l'ensemble de ces dimensions et qu'on retrouve quand même l'intérêt que la France a, effectivement, se dire s'il y a un pays où ça vaut la peine de localiser, et je pense qu'honnêtement, un certain nombre des annonces récentes de grands projets en France sont notamment liées quand même à l'atout que représente d'avoir de l'électricité décarbonée. Alors évidemment, pour nous, un des très grands enjeux, c'est que les investissements à faire dans le domaine de l'énergie, et notamment du nucléaire, sont extrêmement important pour nous. C'est clair qu'il faut qu'on ait la garantie d'avoir de l'électricité décarbonée en quantité suffisante. Et Nicolas Lebigot évoquait tout à l'heure l'hydrogène. On a toute une série d'acteurs qui se sont fortement investis dans l'automobile vers l'hydrogène comme une alternative aux batteries pour certains usages. Vous verrez Stellantis tout à l'heure, mais on a également Renault, on a Symbio, on a nos équipementiers, Michelin, Faurecia qui se sont beaucoup investis, Plastic Omnium. Donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits. Et la difficulté qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est qu'on voit bien que pour faire de l'hydrogène décarboné, il faut de l'énergie, il faut beaucoup d'électricité décarbonée, et que comme en ce moment, on en manque, on voit bien qu'il y a un peu un ralentissement dans cet élan qui était d'avoir une alternative. Voilà. Et ça nous embête parce qu'encore une fois, il y a des investissements qui ont été faits et qu'on pense que c'est utile d'avoir quand même un peu de diversité de technologies, là, qui sont des technologies zéro émission, puisque c'est malgré tout des véhicules électriques. Simplement, l'énergie utilisée, c'est l'hydrogène qui est transformé par la pile à combustible en électricité, dans le véhicule. Donc, pour nous, c'est un élément important qui est complémentaire de la batterie. Et pour le moment, on voit bien que les ambitions qui avaient été affichées, les investissements qui ont été engagés, on a un petit peu de difficulté aujourd'hui parce qu'on n'est pas sûr d'avoir suffisamment d'hydrogène décarboné. Peut-être une petite question pour terminer. Vous parliez de l'importance des véhicules chinois qui arrivaient chez nous. Je n'en connais pas. Je n'en vois pas. Est-ce que ce sont des véhicules de marque française fabriqués en Chine? Ou est-ce que ce sont vraiment des véhicules chinois qui viennent? Et j'ai une deuxième question sur la R&D. Est-ce que chacun travaille dans son coin ou est-ce qu'au niveau européen, par exemple, il y a des efforts communs, qu'il y a à votre niveau des moyens qui font qu'on puisse progresser ensemble et rapidement? Parce que qu'est-ce qui fait que les Chinois sont plus performants que nous? Et on sait qu'on est dans un temps plutôt long
pour essayer de bâtir une industrie qui permettrait de fabriquer tous ces véhicules avec les nouvelles technologies. Je ne parle pas que de l'électricité. Alors les marques chinoises, vous en connaissez peut-être pas encore beaucoup parce que c'est assez récent, mais je peux vous dire que vous allez... Alors il y a des marques type MG, qui est une ancienne marque britannique qui est chinoise aujourd'hui, hein, complètement chinoise. Un modèle MG4 qui marche très bien en ce moment, qui est en train de se vendre. On a quand même le phénomène qu'avec les pénuries de semi-conducteurs, par exemple des loueurs n'arrivaient plus à se fournir auprès de leurs fournisseurs traditionnels construits et qui ont acheté chinois. Et du coup, les gens ils commencent à s'habituer à avoir des marques. Alors, des marques, pour prendre les marques chinoises, donc effectivement, MG, Airways, BYD qui est un géant, notamment un peu de tout le domaine de l'énergie, des batteries hautes, et qui est maintenant engagé, mais c'est un géant. Enfin, c'est-à-dire, il y a des marques chinoises, c'est des géants, voilà, que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez connaître. Parce que, voilà, et qui d'ailleurs sont en train de reprendre sur le marché chinois des parts de marché considérables, puisqu'on avait des Volkswagen, enfin pas tellement les constructeurs français, mais et là, ils sont en train d'évincer assez largement sur l'électrique, hein, les constructeurs occidentaux. C'est-à-dire ils sont maintenant montés en puissance, ils ont des véhicules de qualité, et c'est vrai qu'il y a des stratégies, on l'a vu d'ailleurs au Mondial de l'Auto, BYD, voilà, ils ont des stratégies de venir avec des véhicules d'ailleurs de qualité. Hein, voilà. Donc c'est en train de venir. Moi, je peux vous dire, c'était 4% de part de marché en moyenne en 2022, on est déjà à 6% sur les 4 premiers mois de l'année 2023. C'est en train d'avancer, hein, pas mal. Après, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est quelle va être la part d'importation venant de Chine et la part d'investissement fait par des Chinois en Europe. Hein, il y a les deux. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une réalité. Et après, les usines de batterie, les CATL, bon, qui est pareil, il y a un acteur, mais extrêmement puissant. Voilà, enfin, il y a effectivement beaucoup d'acteurs émergents qui sont en train d'arriver. Et il y a par ailleurs, quand on parle d'importation chinoise, par exemple, il y a Tesla. Hein. Tesla a beaucoup importé de Chine vers l'Europe. Puis maintenant, il va y avoir l'usine à Berlin, donc qui va réduire sans doute les importations chinoises. Mais on a aussi la Dacia Spring, par exemple, côté Renault, qui est fabriquée en Chine. Et on a un certain nombre de marques occidentales qui aussi commencent à fabriquer en Chine. Donc c'est un ensemble, mais objectivement, c'est en train d'arriver. Par contre, c'est quand même des produits où il y a un attachement à la marque, et c'est pour ça que je pense que tout n'est pas perdu. C'est-à-dire les marques Peugeot, Citroën, Renault, etc., ça a de la valeur. Ça a de la valeur parce que c'est quand même pas un produit ordinaire. Donc c'est vrai que si on arrive à avoir le temps de constituer une chaîne de valeur qui soit compétitive, je veux dire, cet attachement à la marque est réel. Donc, il faut qu'on réussisse. Mon discours n'est pas défaitiste au fait que... Mais il faut qu'on se mobilise très fortement et très rapidement. Tu voulais compléter par quelque chose ou pas? Vous aviez une deuxième... Oui, sur la R&D. Oui. Sur la R&D, alors, il y a des grands projets, enfin, notamment... On a eu au niveau de l'Europe donc les IPCEI, des grands projets européens qu'on avait un peu appelé l'Airbus de la batterie ou des choses comme ça, qui ont un volet industriel et un volet R&D. Alors, on est vite sur des sujets compétitifs quand même, donc c'est pas si simple que ça. Par exemple, aujourd'hui, un des grands aspects au-delà de l'électrique, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le software design vehicle, c'est-à-dire des véhicules qui sont d'abord définis un peu par des architectures software et des calculateurs, parce que on voit beaucoup la transition énergétique, mais dans le même temps, et c'est tout aussi spectaculaire, il y a une transition côté digital, côté software. C'est-à-dire une voiture, aujourd'hui, c'est 100 millions de lignes de code, c'est-à-dire 7 à 8 fois plus qu'un Boeing 787, et ça va être 1 milliard en 2030. C'est-à-dire tout est en train d'être développé avec des fonctionnalités, avec de l'électronique partout. On est en train, voilà, l'image du smartphone à roulette est sans doute caricaturale, mais néanmoins, et ça va être sans doute l'élément de différenciation le plus important. Et là, pour le coup, les Chinois sont très bons aussi, ils sont très avancés sur ces sujets-là. Il y a la transition énergétique, mais si on va vers le tout électrique, ça ne sera plus forcément un élément de différenciation, mais il y a aussi le fait qu'on va de plus en plus vers des objets de plus en plus intelligents, de plus en plus connectés, de plus en plus automatisés, et c'est aussi une dimension très importante pour la R&D. Et puis il y a tous les sujets d'économie circulaire où il y a beaucoup de R&D aussi, qu'on est en train de faire sur, faut incorporer davantage de matières recyclées, et puis tout ce qui va être le recyclage des batteries, qui est un enjeu
considérable, sur lequel on a besoin de reconstituer tous les maillons de la chaîne de valeur en Europe, et si possible en partie en France, et c'est là où à Dunkerque, il y a plusieurs briques qui sont en train de se mettre en place, parce que si on n'y arrive pas, tout repartira en Chine. C'est-à-dire tous les matériaux finalement qui sont très importants pour le futur, si on n'a pas toutes les étapes pour pouvoir les retraiter en Europe, nécessairement ça repartira. Donc ça fait partie des enjeux très importants pour nous, et encore une fois, comme vous le voyez, dans des écosystèmes beaucoup plus larges que ce qu'on avait précédemment. Voilà. Donc avec des grandes évolutions dans les partages de la valeur qui vont évoluer au niveau des acteurs, des partenariats très importants qui se développent, des constructeurs avec toute une série d'acteurs, le repositionnement des grands équipementiers. Pour finir, voilà, on a quand même de la chance, on a, au-delà des constructeurs, on a des Valeo, on a des Fort Vieille qui sont bien placés sur ces logiques-là, Michelin également, etc. Enfin, on a aussi des beaux acteurs, voilà. Donc on a aussi des atouts pour réussir. Voilà. Merci. Madame Gosselin, vous voulez reposer une question? Voilà, monsieur le rapporteur. Écoutez, voilà, je vais demander à ceux qui, aujourd'hui, vous écoutent si vous aviez éventuellement une question, Alexis? Non? Merci de ce long moment, enfin peut-être trop court d'ailleurs, moment d'échange. Merci de nous envoyer les éléments qui pourraient nous être utiles. Et puis, voilà, tout simplement, bon courage pour vous. Et puis, souhaitons que tous ensemble, on puisse construire les bons mécanismes pour aboutir. Mais je garde toujours dans mon esprit une petite inquiétude, voire une grande inquiétude sur la faisabilité. Je parle des approvisionnements de nos matières premières pour pouvoir, voilà, et qu'on ne se mette pas dans le mur trop vite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci de votre intérêt pour ces beaux sujets. Et à votre disposition. Merci beaucoup. C'est le rapporteur qui travaille après.